Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ONU dénombre plus de 350 exécutions extrajudiciaires en un an au Burundi. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, a déploré la détérioration tragique et massive de la situation dans le pays depuis avril 2015. L'informatisation des services de l'administration, moteur de performance en Afrique et particulièrement au Rwanda. Nous verrons néanmoins qu'à Kigali, les grandes écoles et universités ne produisent pas assez de profils techniques et de haut management qui correspondent aux besoins du marché de l'emploi. Et puis un artiste nigérian kidnappé puis relâché après 5 jours de détention au Nigeria. Ados Dairo Dokaka avait été kidnappé ce vendredi 24 juin alors qu'il venait de publier une chanson qui dénonçait la corruption des parlementaires dans l'état de l'Adamawa. Des enquêteurs de l'ONU dénombrent plus de 300 exécutions extrajudiciaires commises au Burundi. Exécutions qui visent depuis un an des membres de l'opposition et de la société civile opposés au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, réélu, rappelons-le, en juillet 2015. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutiou. Une escalade des violences, c'est en ces termes que l'ONU qualifie le climat qui prévaut au Burundi depuis un an. Dans un rapport présenté à Genève le 29 juin, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déplore 348 exécutions extrajudiciaires. Exécutions enregistrées entre avril 2015 et avril 2016 sur des membres de l'opposition et de la société civile opposés au 3e mandat du chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Les violations infligées au peuple burundais incluent les exécutions extrajudiciaires, les meurtres, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les tortures et autres formes de mauvais traitements, dont les violences sexuelles. Pour les Nations Unies, les responsables de ces violations et abus ne sont autres que les membres des forces de sécurité et de renseignement du gouvernement. Des accusations rejetées aujourd'hui en bloc par le pouvoir burundais. Nous refusons catégoriquement ces allégations. Le Burundi n'a pas fait ces exactions extrajudiciaires. Nous refusons ces allégations parce que nous sommes au Burundi. Nous vivons le Burundi. Nous savons qui fait quoi et comment le faire. Si ils ont mis des informateurs en dehors du Burundi, nous ne sommes pas d'accord avec eux et que nous avons nos propres investigateurs qui sont sur le terrain et qui peuvent fournir les informations réelles et réalistes. Donc, nous refusons catégoriquement ces allégations. Que la situation au Burundi est très très bien et n'en déplaise à ces commanditaires de ces rapports. Une situation sereine, rien n'est moins sûr. Depuis avril 2015, près de 270 000 Burundais ont pris les chemins de l'exil et les violences ont quant à elles fait au moins 500 victimes. Le climat d'insécurité persiste au Burundi, climat aggravé par un dialogue politique qui demeure dans l'impasse. Le groupement interpatronal du Cameroun souhaite lutter contre la contrebande et la fraude. Selon le JICAM, le Cameroun perd chaque année près de 200 milliards de francs CFA à cause de ces fléaux. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les entreprises et surtout pour l'économie camerounaise, avec en prime la menace sur les emplois pour les sociétés productrices. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardonka. Chaque année, les entreprises camerounaises perdent des centaines de milliards à cause du commerce illicite et des fraudes douanières. Selon le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, ce sont près de 200 milliards de francs CFA qui échappent aux caisses de l'État camerounais. Une situation qui constitue une menace pour les emplois et un manque à gagner pour les entreprises. Nous avons connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 10% pour BAT depuis quelques années. Nous avons, ne serait-ce que l'année dernière, en termes de recettes fiscales versées à l'État camerounais, nous avons versé moins de 1,5 milliard de francs CFA. Et nos prévisions pour 2016, c'est que l'État camerounais, nous ne paierons pas près de 2,5 milliards de francs CFA à l'État camerounais par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est des chiffres assez importants. Et connaissant le contexte morose de l'économie camerounaise, je pense que c'est de l'argent qui aurait pu servir à développer et aider d'autres secteurs de notre économie.
Tous les secteurs d'activité font désormais face à la contrebande et à la contrefaçon. L'industrie textile n'est pas épargnée. La cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, principale fabricante de textiles au Cameroun, peine à satisfaire 15% de la demande nationale à cause de la fraude. Son chiffre d'affaires a baissé ces 10 dernières années et la société pourrait tomber en faillite si des solutions idoines ne sont pas prises. Au Cameroun, aujourd'hui, le marché de l'African Print est estimé à 25 milliards de francs CFA. La SICAM occupe à peine 10%, donc on fait 2,5 milliards de pagnes cette année, par exemple, chaque année depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes complètement absents du marché, avec à peine 10%. Tous les autres pagnes que nous faisons, donc les fêtes des mers, les fêtes de 8 mars, non, ce n'est pas le vrai marché. Mais le vrai marché, nous sommes complètement absents. Les importations frauduleuses de divers produits ne sont pas sans conséquences pour la santé des populations et sur le chiffre d'affaires des entreprises. Pour combattre ce phénomène, le groupement interpatronal du Cameroun a mis sur pied un plan de sensibilisation et de répression avec l'appui des forces de l'ordre, de la douane et du ministère du Commerce. Cependant, les entrepreneurs préconisent également une valorisation et une mise en application des textes régissant le commerce pour une concurrence saine et loyale. Le Rwanda compte informatiser d'ici 4 ans tous les services des secteurs administratifs du pays. 5 sociétés rwandaises évoluent actuellement sur le marché de la conception et du développement des logiciels au pays des 1000 collines. Mais le déficit d'experts du domaine reste un défi, comme nous l'explique ce reportage à Kigali de notre correspondant Olive Adiakotan. Informatiser tous les services des 416 secteurs administratifs du Rwanda à l'horizon 2020, c'est l'ambition des autorités. Ainsi, en janvier 2016, elles ont confié à un informaticien local la conception d'un logiciel pour la meilleure gestion des finances de 50 000 enseignants. 6 mois après, le produit est fonctionnel et se veut une réelle révolution. Avant les logiciels, il y avait toujours des difficultés de maintenance, mais pour les nouvelles technologies que nous avons introduites, ça correspond exactement aux demandes des utilisateurs et c'est facile à faire une maintenance. C'est vraiment un logiciel qui nous permettra aussi d'intégrer avec d'autres logiciels les nouvelles applications comme les mobile banking, internet banking ou avec la nouvelle technologie des ATM machines. Donc pour nous, ça nous facilite vraiment la tâche. Richard Nzamouita est le concepteur du dit logiciel. Il exerce ce métier depuis 1997. L'un de ses plus grands succès est la conception et le développement d'un système de paiement numérique des travailleurs de la fonction publique au Rwanda. Cette révolution numérique a permis à l'État d'économiser 200 millions de francs rwandais dès la première utilisation du logiciel. Mais le Rwanda est encore loin d'être une puissance en informatique. Ce qui nous reste, c'est des développeurs. Il y en a, mais pas en quantité suffisante. Je ne pense pas qu'on ait suffisamment de développeurs, des gens capables de piloter de gros projets d'informatisation. Ce qui fait que souvent, quand il y a de gros projets, on est obligé de faire venir des experts extérieurs. Mais je pense que d'ici peut-être quelques années, 5 ans, avec toute la volonté politique que l'on voit, avec tous les encouragements que nous avons, je suis certain que d'ici 5 ans, le Rwanda sera un modèle aussi en informatique. Le secteur de l'informatique est en plein essor au Rwanda depuis 2005, selon les acteurs du domaine. Et le pays veut être un hub régional des technologies de l'information et de la communication d'ici 4 ans. Un musicien populaire dans le nord du Nigeria a été relâché après 5 jours de détention aux mains de ravisseurs non identifiés. Ado Dayoho Dokaka a été libéré par ses ravisseurs à 80 km de chez lui ce mercredi. Et pour le chanteur, le lien entre la sortie de son nouveau titre sur la corruption dans les rangs des membres du Parlement dans l'état de l'Adamawa et son kidnapping ne fait aucun doute. Les précisions de Mariam Adramé. Ado Daokaka est libre. Après 6 jours de captivité, le chanteur nigérian a été relâché ce mercredi par ses ravisseurs. Ces derniers l'accusent de dénoncer à travers une chanson l'incompétence des parlementaires dans l'état de l'Adamawa, une assemblée dominée par l'APC, le parti au pouvoir. Des hommes m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient intéressés par un album que j'ai composé pour l'ancien gouverneur de l'état de Kano, prétextant qu'ils étaient eux aussi de Kano. Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient faire avec moi et me rencontrer une première fois dans la nuit, mais j'ai refusé. Le vendredi dernier, l'un d'eux m'a accosté à la mosquée. L'homme qui m'a accosté m'a montré une voiture et m'a dit que son boss y était et qu'on devait y monter pour discuter avec ce dernier.
qu'il me donnera une liste de noms pour que je compose une chanson pour eux. Quand je suis monté, un autre homme m'a pointé une arme sur le cou et un autre m'a bandé les yeux. Artwatch Africa, plateforme qui lutte pour les droits des artistes en Afrique, condamne cette arrestation. Le réseau panafricain dénonce également le manque de soutien des artistes face à ces problèmes. De plus en plus d'artistes, malheureusement, sont menacés, torturés par les autorités, alors que leur travail, c'est juste d'être le miroir de la société. Malheureusement, personne ne fait attention. C'est vraiment malheureux que les artistes, très souvent, sont utilisés pour dénoncer des faits de société. Mais après, quand eux, ils ont des problèmes, malheureusement, il n'y a plus personne. Donc, ils se retrouvent toujours tout seuls. Un artiste est très souvent un défenseur des droits de l'homme. Et voilà, et quand les organisations des droits de l'homme, ils ont besoin de quelqu'un pour chanter sur la violence envers les femmes, les droits des enfants ou dénoncer la corruption. On fait toujours appel à des artistes pour faire passer le message, mais quand eux, à présent, ils sont en danger, il n'y a plus personne. Même si le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités, il peine toujours à éradiquer ce phénomène. À travers son album, l'artiste Adu Daukaka souhaitait envoyer également un message fort. Ce musicien est en effet engagé et populaire dans le nord du Nigeria. Traumatisé et affaibli suite à son enlèvement, l'artiste est hospitalisé. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cette prise d'otage. Danger de l'hypertension artérielle en Guinée. L'Association guinéenne de cardiologie affirme que cette maladie serait la première cause d'hospitalisation dans les hôpitaux du pays. Le tabagisme, l'alcoolisme et la consommation abusive de sel contribuent à la propagation massive de ce fléau. L'institution attire l'attention de la population et des autorités à ce sujet, notamment par le biais de prévention. Malgré le nombre de personnes touchées en Guinée, la communication sur la maladie n'est pas abondante. Les malades ne sont pris en charge qu'après avoir fait un accident cardiovasculaire. Et selon une enquête publiée en 2015, 30% de la population guinéenne est touchée par cette maladie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.